Bonjour à tous et bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, je me lance dans l'explication du Falénaria de Gabriel Leroy. Alors j'adore ces jeux. Je vous ai déjà présenté l'Outre Chimère et l'Oracle Absolu. Ils sont pleins de détails, pleins d'explications, mais il y en a, et c'est le cas du Falénaria, qui, j'ai l'impression qu'il faut avoir fait bac plus 5 pour le comprendre, tellement il est plein d'explications, enfin... Voilà, donc je vais essayer de vous expliquer ce que j'en ai compris et de vous présenter brièvement les cartes. Donc, je vais le poser là. Alors, je n'ai pas fait beaucoup de déco parce qu'il faut qu'on ait un peu de place pour vous présenter les cartes. Je vais peut-être faire un petit zoom, voilà. Donc, le jeu est divisé en plusieurs familles de cartes. En fait, on les explique que au fil de nos existences, on choisit d'emprunter certaines voies spirituelles, chacune ayant ses énergies propres, qu'il nous est loisible d'en changer ou d'en embrasser plusieurs, et que ces voies sont au nombre de 6. Et que les lames de cet oracle suivent elles aussi ces directions et sont pour l'or réparties en 6 familles. Donc c'est à chaque fois sur le haut de la carte qu'on voit de quelle famille il s'agit. Donc ça, c'est la famille de la voie de l'air qui concerne les mouvements et les possibilités. Ensuite, on a à chaque fois 9 cartes dans chaque famille. Donc là, on a la famille de la voie de l'eau qui correspond aux épreuves et aux guérisons. Ensuite, on a la famille, la voie du vif argent. Ça concerne les apparences et les relations. Ensuite, on a la voie de l'anthracite qui représente le corps, la nature et l'authenticité. La voie du clair-obscur qui correspond aux ambiguïtés et aux extrêmes. Et la voie du saphir, l'esprit et la noblesse. Et pour 4 familles, donc là, voilà, on a 4 cartes qui représentent la carte numéro 8 de la famille, mais le 8 est indiqué sous forme de l'infini. Et là, on nous dit que chaque voie se compose de 9 lames, mais 4 d'entre elles montrent en place du chiffre 8, un symbole d'infinité. Ces cartes un peu particulières sont les seules à ne pas avoir de part négative ni dans leurs mots ni dans leurs nombreux faisceaux. Elles seront toujours des privilèges, jamais des obstacles. Donc je vous expliquerai l'histoire des faisceaux après. Alors on va commencer avec la description des cartes. Alors j'ai oublié de vous préciser que comme à son habitude, il y a toujours un livret très fourni dans lequel on trouve la famille qui est concernée. On trouve toute une petite légende, toute une explication de la carte. Ensuite, il y a la carte avec les fameux faisceaux et les mots-clés. Donc, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et ensuite, on a la représentation encore de la carte et avec un magnifique petit poème. Alors, bien évidemment, je n'ai pas le temps de vous lire, sinon ça va durer une plombe et puis vous ne m'écouterez plus. Donc, je vais essayer d'être assez succincte. Alors, on commence par donc la voie de l'air. Et là, on a la carte de l'enfant qui éparpille la nuit. Et on nous dit que cette illustration provient d'une bien jolie légende que celle qui voit le monde naître du simple souffle d'un enfant sur les aigrettes d'une fleur. Ensuite, on a la carte de l'ami plus tout à fait imaginaire. Et là, il s'agit d'une rencontre de personnages aussi touchants que dissemblables. D'un côté, vous avez une promeneuse qui est venue là pour cueillir le fruit des solitudes, et de l'autre, une gracile créature ailée, une sorte d'ange félin. Ensuite, on a la carte du pont par-dessus l'infini. Et là, on a l'histoire d'une fille
qui demeure dans un hameau au bord du crépuscule, tandis qu'un jeune homme loge à l'autre bout de la nuit. Le gouffre qui les sépare rendrait jalouse la gueule béante de l'oubli. La nef ivre de brume. Jadis, alors que les navires poussaient encore leurs lourdes ossatures aux rives de nos lacs, un constructeur ambitieux voulut créer l'embarcation parfaite, capable de voguer à même le firmament. Il choisit pour cela le meilleur bois, ôta le meilleur lin des doigts des tisserands et sur l'établi de son orgueil conçut l'étrave de sa plus belle barque. On continue avec l'astre ailé. Perché toujours sur le plus haut faîte, à tout instant visible de chacun, l'astre ailé veille dans un parfait silence, majestueux volatile, garant de l'équilibre. Les fées scribes. Elles aiment danser au rythme de nos chants, faisant virevolter les hampes de leurs ailes et glisser sur le vélin leurs petits pieds en pointe de plume. La promesse d'un nouveau monde. Quelque part là-haut, sur des marbres aériens, depuis des millénaires, elle attendait. Elle attendait l'enfant. La voix des heures innombrables glissait sur une canopée d'éther, filant les gazes vagabondes des nuées. La valse en un palais céleste. Dansons ensemble sous les arches d'un palais lunaire, perdus dans d'aériens entrelacs de voiles blancs. La colporteuse. Elle vient de me laisser les mains pleines de trésors. Sous un ciel de poussière éraflée de comètes, la belle nomade regarde au loin le vague aspect de sa prochaine escale. La vie éclose du martyr. Alors là, on passe à la voie de l'eau. Mes mains frôlèrent la surface, j'eus la vision troublante d'un noyé s'éveillant au fond du lac. Ses ressentis m'étaient confiés, il ramenait dans les filets de sa mémoire sa chute et les agitations de sa débâcle. Donc là, on comprend qu'il s'agit d'une illustration d'un noyé. L'enseignement des naufrages. Lorsqu'une jonque imprudente s'échoue éventrée par la roche ou foudroyée par le fléau déçu par le baiser amer de son destin, tous les ondins du lac frémissent de concert. L'embaumeuse de silence. Le métier est courant, au sein des clans lacustres, d'apprendre aux défunts à se taire. Bien souvent, les âmes fauchées sont bavardes, séparées brutalement de leur dernier souffle et emportant avec elles tant de non-dits. L'offrande d'un reflet. Que deviennent les reflets lunaires sur les lacs lorsque le ciel se couvre? Pour les avoir souvent contemplés, je vous dirais qu'ils se décrochent de la surface, mordus par le dédain des égoïstes cieux, s'abîment dans le sombre pour finir ensablés dans quelques eaux profondes. Entre le sable et l'eau, je m'apitoie souvent à la vue de l'éternelle guerre que se font le sable et l'eau lorsque les plus vastes de nos lacs, par d'intraitables marées, sont soumis aux influences des 6 lunes. Donc là, on a la représentation du sable et la représentation de l'eau par des personnages. Sous des harpons de foudre. Ondine, ma sœur, tu as choisi de vivre au creux de l'eau, rare demeure dont les murs ne peuvent se détruire. Lasse de voir ta maison frappée de 1001 fléaux, tu as laissé les plus invétérés gravir les monstres de poussière et vivre par-dessus les orages. L'héritage de nacre. Au bord de l'eau, je m'attendris d'entendre ses sanglots.
La sirène, élégamment sanglée d'un corset de calcite, infiniment pleure celui qui s'est enfui. Les lacs aux sourdes cantilènes. Flotter dans l'infini, dériver lentement à l'intérieur de soi, le sort offert aux archipels épars de l'univers. Céder son corps à la clarté laiteuse. Donc je pense là qu'on parle de ce personnage qu'on voit sur la carte. L'inapaisée cascade. Jadis, ce lieu était une cité coquette, aux pieds fleuris de plaintes. Une communauté y demeurait paisible. L'empire des orages multipliait là-haut ses pieuvres sagittaires, et leurs flèches par mille transperçaient la si fragile gaze du calme sélénien. On passe à la voie du vif argent, avec les sentinelles, 2 comparses, une fille, donc là, et là un golem converse, dos à dos, avachi dans la stérile tâche de surveiller les alentours de la cité. La vengeance des miroirs. Chaque jour, au-dedans de la glace, l'attirait à sa main ce jumeau qu'elle avait. Chaque jour, par-delà le miroir, sa jumelle souriait de son amusement, et l'une entraînait l'autre sans le précéder. La demoiselle aux 100 visages. Mensonge, illusion, hypocrisie ou comédie, le choix est vaste pour nommer ce monstre si charmant. Avec tous ces magnifiques masques. Ça me plaît bien de vous faire des présentations parce que ça fait un bout de temps que j'ai ce jeu, et je vous avoue que sans faire les présentations, eh bien, on regarde pas les cartes de manière aussi précise, et c'est toujours intéressant de revoir des jeux qu'on a depuis un certain temps. Bon, ceci étant dit, il faut que je retrouve ma page que je ne retrouve plus. Alors, si on est dans le vif, voilà, dans le vif argent, donc là on passe aux effets de courtisane. Elle avait rendez-vous avec son apparence dans une chambre luxueuse. Dans la psyché va s'accomplir un rituel sans âge, celui menant à l'art de plaire. Les ossements de fer. Ces reliques furent découvertes il y a peu. Un fouilleur de cendres, aussi chercheur de temps perdu, les a trouvées au fond d'un grand puits d'ombre brièvement creusé par une éclipse. Les bergers guidant les aubes. Lorsque se traînent et se troublent les 2 extrémités du jour, chacun de leur côté, ils passent sur les landes séléniennes. Les vents s'arrêtent dans les plis de leurs manteaux. Les animaux se plaisent dans leurs cheveux de brume ou sur leurs tresses de racines. Ils sont les hauts bergers. La circonscription des loups. C'est l'instant où j'entends l'unique cri des meutes gravir les hauts coteaux d'éther. Par dizaines, les louves et les loups sont venus. L'heure nocturne élue, émue, s'est vue fleurir dans leurs gueules écloses. Alors, l'heure célébrée. Il est enfin venu le moment de la célébration. Tous les vents hurleurs et les orages se sont tus. Toutes les âmes sélénites sans exception ont quitté leurs ouvrages et convergé vers le palais. On passe à la voie de l'anthracite. La première cité sélène. Notre ancêtre bâtisseuse s'arrêta en ce lieu et fermement posa un genou au sol, comme une première pierre, comme un serment. Elle égréna une pleine main de pourcière, elle estima malléable la texture du possible. Ce fut le premier grain dans le grand creuset qu'allait être son œuvre. L'antre des énigmes. Dans les replis de nos édifices les plus anciens, derrière les remparts retranchés des cités originelles, se sont creusés d'inextricables labyrinthes. Nul ne mesure le poids des illusions et des réalités qui les composent.
Mais chacun sait qu'y vivent des êtres étranges et intemporels, chacun unique de nature et d'apparence. Le mausolée des temps enfuis. Si le caprice vous prend de suivre dans les brouillards l'échappée de quelques feux follets, vous vous retrouverez peut-être face à cet insolite monument. Son imposante structure, semblable à une ossature bestiale et gigantesque, repose, dirait-on, au bord de nulle part, à mi-chemin entre l'oubli et la mélancolie. La corruption des corps. Les guérisseurs s'en sont allés, le front bas. Le jeune sélénite reste seul au chevet de sa tendre. Elle est si faible et pâle que l'on pourrait la confondre avec un rêve. Son souffle rare est tel une phalène translucide. La maladie a dévoré d'abord les fleurs dans ses cheveux et puis s'est répandue en elle. Se valent où s'étirent nos soupirs. Longues sont les heures lorsqu'en proie au manque, privé de la présence de l'âme aimée, il m'arrive de faire face au vide. J'affectionne beaucoup un lieu en particulier, un promontoire pierreux dressé à la lisière d'une vallée immense et désolée. La machinerie du crépuscule. Dans ce pimpant théâtre qu'est le monde, lorsque vient le moment pour la nuit de donner sa si longue et tragique réplique au jour mourant, si l'on détache le regard de l'intrigue primordiale, l'on peut apercevoir dans les coulisses, à l'horizon, les mânes ingénieux qui ont pour métier de changer les décors de l'autre dramatique. Le lait de lune. Avant qu'une saison ne soit passée, le nouveau-né sera nourri de lait de lune. Ses parents veilleront à former son berceau de terre meuble et de feuillage. L'âme innocente de la part des brises recevra l'art de disperser sa voix. Ensuite, on a le tonnelet d'Éden. Ils avaient l'âme volontaire, ils étaient princes sélénites, habitants de la plus sombre et plus aride des 7 lunes. Inquiets de voir s'épanouir les murs de la stérilité, voyant l'emprise grandissante des arrogants déserts, ils fermentèrent dans le creuset de leur jeunesse une ambition grandiose, celle de combler leur monde de richesses végétales et de faire de leur terre un formidable Éden. Ensuite, on passe la voie du clair-obscur. Quand la clarté quitta l'obscur, il fut un temps où l'obscur et la clarté ensemble dominaient les cieux. Leurs fibres fabuleuses s'enlaçaient et retenaient l'infini dans de cosmiques épousailles, mais les unions les plus intenses ne sont pas affranchies des circonstances. 1001 phalènes. Le mystère est tel un antre, tel un ventre géant. Une outre emplie de nuit, un opaque palais habité de ténèbres. Quand la chasseuse de vérité y pénètre, c'est tout l'endroit qui fait silence. Frémissante, tous les sens en éveil, l'éclaireuse progresse. L'œil est alerte et la lanterne levée. Notre autre secret. Coupable, je le suis, d'avoir dans un lieu méprisé des multitudes caché la créature. Blâmable, je le suis, de recel et d'omission d'avoir gardé pour moi le chant de la sublime bête et les couleurs de sa crinière. Dans l'alcôve souterraine où elle et moi avons trouvé refuge, la vie nous était douce. La rôdeuse aux iris d'or. Il erre quelque part sur les distances indomptées, une farouche vagabonde, émissaire des ombres, une rêveuse aux iris d'or. Familière qu'elle est des plaines désertiques et attachée aux heures vespérales, elle passe souvent pour un fragment de fable. L'ange aux sabots blancs. Nous connûmes jadis une saison terrible où plus aucune lune ne daignait se montrer. En quel terrier céleste s'était-elle cachée? Nul n'aurait pu le dire, même le grand oiseau, l'astre divin, ne nous apparaissait plus.
La marée dévorante. Le peuple sélénite fut souvent malmené par le destin. De multiples fléaux tentent encore de fissurer le verre poli de nos quiétudes. L'un des plus terribles de ces maux est une marée ténébreuse qui inonde nos paysages et corrompt les corps qu'elle touche. La reine défunte. Attendez, parce que j'arrive à la fin du livret et voilà. Elle qui fut souveraine en un temps échappé, de nouveau sera reine quand seront renversés les sabliers des terres. Son air reviendra et avec elle la grandeur du ciel originel. Là-haut, perdue entre les serres de l'eau frais fugitive, l'alcôve de la défunte reine est une chambre silencieuse et parfumée, creusée dans le grand vide. Les portes aurorales. Par ces imposantes portes, le sélénite qui fait le choix de quitter les faveurs octroyées aux mortels accède au monde des aurores, un havre de ravissement et de sérénité. Le cristal sanglant, alors là on passe à la voie du saphir. Toi, la roche d'en bas que chacun croyait morte, madone millénaire endormie dans l'oubli, toi, déesse endeuillée que rien ne réconforte, que n'as-tu pas crié sous le crime accompli? Les scintillements palatins. L'histoire jamais n'a de commencement lorsque la mémoire en chemin s'est perdue. Si quelques légendes nous racontent notre genèse, nul ne connaît vraiment les premières heures de notre histoire. Nous sommes le peuple sélénite, nourri du lait de ces 6 lunes qui, à vrai dire, sont 7. L'archiviste. Hôtesse d'une tour d'obsidienne et d'ivoire, elle garde en ses murs tous les savoirs d'ici, en 1000 parchemins, tablettes et grimoires, lourds de philosophie, de science et de récits. Les légions ingénues. Nos enfants sont des douces tempêtes bondissant d'une planète à l'autre. Ils ont en eux la fougue des constellations sauvages. Tout d'insouciance, ils sont capables dans leur course à la fois de cueillir et de semer des univers entiers. Le haut jury sélénite. Amené au-dessus du haut jury, face à la sévérité du ton et des regards, il déclara « Je vous l'avoue, amis, je suis coupable d'avoir volé l'étoile aux cieux, mais d'autre part, je me l'avoue aussi, je suis bien innocent car j'ai été ôté par là, l'épine à la constellation. » L'infini échymose de l'esprit. Dans les couloirs enchevêtrés, est-ce qu'on la voit bien? Oui. Dans les couloirs enchevêtrés de mon esprit, rôdent d'étranges vandales, telle une contagion, des silhouettes disgracieuses, des fauves siamois, des hommes à bec d'oiseau. Je suis en train de regarder. Des hommes à bec d'oiseau. Sous les plafonds perdus de mes pensées, dans la gémellité des moisissures et des tapisseries, des herbes acérées, pleines de chardons ténébreux, à fleurs de fêlures noires comme des encriers. Celle qui, souveraine, sait. Cela fait trop longtemps que nous ne sommes plus et que nous ne nous sommes plus écrits. Les souvenirs de nos rencontres me poussent chaque jour à invoquer quelques faits scribes, pourtant je me retiens. Donc ça, c'est une lettre d'une reine souveraine. La carte de l'envol. Pour nous, lorsque l'heure est venue de mourir, peu importe notre âge, lorsque nos leçons dans cette existence ont toutes été apprises. Croyez-le ou non, il se fait que des ailes nous poussent. En prenant la forme d'une phalène blanche ou noire, nous quittons les nôtres sans crainte. Donc voilà toutes les présentations des cartes principales. Et après, il y a les 4 cartes. Voilà. Donc,
j'en ai fini avec cette présentation et maintenant je vais passer au tirage. Je vais peut-être vous le faire dans la vidéo suivante pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc je prépare les cartes et on se retrouve tout de suite pour les tirages.